Donc les TAPS, T-A-P-S. Alors je ne sais pas si vous avez appris cette appellation TAPS. Moi je sais que durant toute ma scolarité, durant tout mon secondaire, je n'ai jamais appris cette appellation TAPS, T-A-P-S. Quand je suis arrivé à l'université et que j'ai eu obligatoirement, puisqu'on arrivait dans le système européen des accords de Bologne, donc j'ai eu des cours d'archéologie en anglais, systématiquement, et et aussi des cours d'anglais au début pour remettre un petit peu tout le monde à niveau. Donc pendant 2 ans, j'ai eu des cours d'anglais à niveau universitaire, puis après, j'ai eu des cours d'archéologie en anglais. Mais le problème, c'est que moi, j'ai fait mes études en France. Et donc, quand je suis arrivé, le premier jour, au premier cours, le prof a fait une interro sur les TAPS. Et je n'avais jamais entendu parler des TAPS. Alors, en fait, je savais ce que c'était. Le truc, c'est que je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Les TAPS, euh, c'est quand vous répondez et que vous répétez une partie de la phrase. Donc vous ne dites pas yes, vous dites yes I do, ou yes I can, ou yes I eat. Enfin bref, quand vous répétez une partie de la phrase. Chez les Romains et chez les Grecs, c'est pareil. Quand on pose une question, on ne répond pas simplement oui ou non, on répète une partie de la phrase. Donc, pulchrum, erat, donc on répète exactement la même chose. Est-ce que le spectacle était beau? Bah oui, erat. Il était, à l'indicatif imparfait, troisième personne du singulier, il était pulchrum beau. Hein. Nominatif neutre singulier, il était beau. Il était beau. Ok? Bon, je vais mettre un petit peu les traductions en dessous parce que je trouve que c'est plus joli. Hop, voilà, comme ça. Alors, on continue. Alors, étant donné que à chaque fois ce sont des questions et des réponses, je vous propose d'à chaque fois analyser la question et la réponse en même temps. Ça ira un petit peu plus vite. Donc, question suivante. Le journaliste demande: Quis in amphitheatro erat? Réponse: In amphitheatro imperator et aediles et populus sedebant. Ok? Alors, on y va, on cherche les verbes, donc on a erat, ici à la fin de la phrase, donc verbe être à l'indicatif imparfait, comme l'indique ce nouveau radical erat, era, plus désinence t. Bon, on continue un petit peu, quis, donc pronom interrogatif qui veut dire qui, et on regarde, il nous reste in c'est une préposition, et on sait que cette préposition exige la présence soit de l'accusatif, quand il y a un mouvement, soit de l'ablatif quand c'est statique. Bon, on va regarder ce qui suit. Amphitheatro, est-ce que le O est une terminaison d'accusatif ou d'ablatif? C'est une terminaison d'ablatif, donc c'est statique. Donc ablatif, neutre singulier ici, c'est un CC de lieu. Donc le journaliste demande qui était dans l'amphithéâtre. Donc qui était dans l'amphithéâtre? Réponse: in amphitheatro. Bon, c'est toujours la même chose. Donc in, préposition plus ablatif. Donc amphitheatro, ablatif neutre singulier. C'est ce qu'on a vu. On répète une partie de la phrase, sinon ce n'est pas poli. Et puis, on cherche le verbe. Le verbe est généralement à la fin de la phrase en latin. Donc ce serait sedebant. Effectivement, nt est une terminaison verbale. C'est la terminaison de la troisième personne du pluriel. D'accord? Ça vient du verbe sedere, sedeo. L'infinitif en ere ne permet pas de trouver le radical, donc sedere, sedeo. L'infinitif en ere ne permet pas de trouver le radical, ce qui veut dire que pour trouver le thème 1 du verbe, le radical du verbe, il faut prendre la forme qui se termine par o et retirer le o. Donc si je retire le o de cdo, il me reste cd. cd. Et puis la terminaison nt. Ok? Là, j'ai la troisième personne du pluriel de l'indicatif présent. Qu'est-ce que j'ai fait pour former l'imparfait, pour trouver l'imparfait? J'ai juste rajouté entre les deux un bas. Tout simplement, c'est tout. Donc c'est ce que je vous ai expliqué, c'est comme un système de Lego. Vous avez une briquette avec le radical, une briquette avec la terminaison. Vous les mettez ensemble, ça forme le présent. Vous voulez former l'imparfait, vous rajoutez la briquette imparfait entre les deux. La briquette imparfait, le suffixe bas. Pourquoi ça s'appelle suffixe? Parce que c'est un truc que vous fixez dessus. Suffixe. Vous fixez ça sur le radical. Donc, le suffixe bas caractérise l'imparfait. Si vous voulez faire du futur, vous mettez le suffixe bi. Si vous voulez faire du plus que parfait, ce sera le suffixe vera. Du futur antérieur, le suffixe veri. Ça fonctionne à tous les coups. Il n'y a pas d'exception, c'est ça qui est très facile en latin. La conjugaison latine est la conjugaison la plus simple du monde. Ok? Voilà. Donc, on a rajouté un bas. Et donc, le petit moyen mnémotechnique pour reconnaître l'imparfait,
c'est qu'on dit que l'imparfait est très coquet et qu'il ne sort jamais sans ses bas. Alors vous allez me dire au présent, pour le verbe être, on n'a pas de bas. Si, en fait, le verbe être, son radical c'est ES. Et à ce radical, on a rajouté le bas, plus la terminaison. Le problème, c'est que à un moment donné, dans le temps, vous avez eu un phénomène qu'on appelle le rotacisme. Le rotacisme, c'est quoi? Ça n'a rien à voir avec le verbe roter, ça a à voir en fait avec la lettre rho en grec, qui est la lettre R. Et ce phénomène, le rotacisme, eh bien, c'est un phénomène qui a fait en sorte que, naturellement, des lettres ont changé de prononciation et se sont prononcées R. Et donc, on n'a plus prononcé le bas, mais on a prononcé le ra, S-ra. Et comme S-ra, c'était pas facile à prononcer, très vite, on a prononcé ça ERA. Et tant qu'à faire, puisqu'on prononçait ça ERA, autant simplifier la langue et l'écrire ERA. C'est comme ça que le S-bas s'est transformé en ERA. Tout simplement. Mais donc, à la base, on avait bien un bas aussi avec le verbe être. D'accord? Bon, voilà. Donc, pour former l'imparfait, on reconnaît l'imparfait parce qu'il y a un bas entre le radical et la terminaison, entre le thème et la désinence. D'accord? Et à ce bas, vous rajoutez vos terminaisons, les mêmes qu'au-dessus, M, S, T, mousti, sente. Donc, c'est des bam, c'est des basses, c'est des battes, c'est des bamous, c'est des bâtisses, c'est des bannes. C'est extrêmement simple. D'accord? Donc, on a trouvé le verbe. On a déjà un cessé de lieu. On cherche le sujet. Il nous faut un sujet au nominatif pluriel. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on a. Imperator, on ne connaît pas la terminaison. Aidiles non plus. Populus, oui. Populus, on connaît la terminaison en US. On sait que c'est une terminaison de nominatif masculin singulier. C'est donc notre sujet, obligatoirement. Le problème, c'est que c'est un sujet au nominatif singulier. Or, notre verbe est à la troisième personne du pluriel. Mais en latin, c'est comme en français ou dans n'importe quelle autre langue. Quand un verbe est au pluriel, vous pouvez avoir soit un sujet au pluriel, soit plusieurs sujets au singulier, voire même plusieurs sujets au pluriel. Ce qui veut dire qu'on peut avoir un autre mot qui sera sujet et qui ira avec populus. Comment trouver ce mot? Vous avez et. Et en latin coordonne toujours deux mots au groupe de mots qui ont la même fonction. Ce qui veut dire que le mot qui est avant le et a la même fonction que le mot qui est après le et. Comme populus est sujet, forcément, aidiles est sujet aussi. Ok? Donc, et coordonne toujours deux mots groupes de mots qui ont la même fonction. Donc, aidiles est sujet. Aidiles, la terminaison en ES, on l'a déjà rencontré dans les exercices précédents, notamment dans l'exercice 7, si vous regardez au-dessus. Hop, dans l'exercice 7, on avait ici gladiatores, et on avait vu qu'il était au nominatif pluriel. Donc on a déjà rencontré à plusieurs reprises cette terminaison du nominatif pluriel de la troisième déclinaison. Donc vous pouvez noter, nominatif masculin pluriel, c'est un mot de la troisième déclinaison. Alors voilà, on a aidiles et populus. On a deux sujets, du coup ça fonctionne bien avec le verbe. Mais ici vous avez à nouveau un et. Et et, on le sait, coordonne deux mots ou groupe de mots qui ont la même fonction, ce qui veut dire que le mot qui est avant le et a la même fonction que le mot qui est après le et. Donc, si aidiles est sujet, ça veut dire que imperator est sujet aussi. Et imperator, c'est donc obligatoirement nominatif, et ici c'est un nominatif masculin singulier de la troisième déclinaison. On va voir de plus en plus souvent des mots de la troisième déclinaison au nominatif, puisque dans la séquence de cours suivante, on va apprendre la troisième déclinaison. Ok? Ce qui veut dire, dans l'amphithéâtre, in amphitheatro, dans l'amphithéâtre, virgule, on peut rajouter une virgule, c'est mieux, hein. Imperator, ça veut dire l'empereur, ou le général en chef. Alors en français, on va pas mettre plusieurs fois et, on va mettre des virgules. Aidiles, les édiles. Alors les édiles, c'est quoi? Ça existe toujours en français, le mot édile. Par exemple, les édiles communaux. Donc les édiles communaux, ce sont les gens que le peuple a choisis lors des élections pour le représenter auprès du pouvoir politique local. Donc les édiles, c'est ça, ce sont des espèces d'ambassadeurs du peuple. Donc les édiles et le peuple, donc sont des magistrats. C'est des bandes, c'est le verbe être assis. Donc était assis. Point. Donc voilà pour la traduction de cette phrase. On continue. Ego. Arenam oculis avidis spectabam. On cherche le verbe. Le verbe en latin